Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. On parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Emmanuel Macron va-t-il gagner la bataille de la hausse des salaires et du pouvoir d'achat? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Vous votez d'ores et déjà sur Twitter et YouTube. Pour l'instant, vous dites non à 91%. Le 0826 300 300 pour réagir. Peut-on augmenter les salaires? Lors du débat du second tour, Emmanuel Macron n'a pas répondu explicitement à la question, si ce n'est que le SMIC va augmenter, mais de manière mécanique, 35 € net au mois de juin. Emmanuel Macron qui a également annoncé le dégel du point d'indice de la fonction publique, c'était il y a quelques semaines, ce qui signifie une augmentation des fonctionnaires d'ici l'été pour le privé. Pas de réelle proposition du chef de l'État, si ce n'est d'inviter les différentes branches syndicales à négocier les salaires. Voilà. Emmanuel Macron va-t-il gagner la bataille de la hausse des salaires et du pouvoir d'achat? Le veut-il déjà? Le peut-il? On en débat avec Éric Chevet, vice-président de la CPME chargé des affaires sociales. Bonsoir Éric Chevet. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue Éric Chevet. Walid Atroubi est avec nous, directeur chez Ace Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. On va rejoindre dans quelques instants Charles Chauvet, agent immobilier. Jérôme Laverny, quand on parle de pouvoir d'achat, alors on ne parle pas de l'inflation pour l'instant, ni du prix de l'huile de tournesol à cause de la guerre en Ukraine. Non, on parle de pouvoir d'achat durable, du reste à vivre. Oui, tout à fait. Parce qu'on en parle peu du reste à vivre. D'abord, quand on parle de des pouvoir d'achat. programmes et l'émission de ce soir s'inscrit dans la lignée d'un certain nombre de précédentes qui se penchaient un petit peu sur le thème de l'emploi et tout ce qui s'y rapporte dans le cadre des programmes des élections présidentielles et bien sûr prochainement des législatives. Pour s'apercevoir et faire le constat que l'emploi a été un petit peu maltraité, non traité, peu traité. On en a parlé la semaine dernière sur d'autres volets et c'est vrai que celui du pouvoir d'achat est agité de temps en temps, des salaires de temps en temps, mais encore une fois avec de vieilles rengaines et surtout de vieilles méthodes, consistant à s'atteler à une hausse de ceci, un changement de cela. La méthode que l'on appelait la semaine dernière des vases communicants. Et le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a, Premièrement, il faut le rappeler, un souci de recrutement. On a un très grave problème de recrutement et les salaires font partie des raisons qui rendent difficiles ces recrutements. Parce que salaire trop bas. Parce que salaire trop bas et pas seulement ça, parce que les salaires dans certains cas ne sont plus devenus la première priorité. Oui, mais dans un certain nombre de cas, salaire trop bas. Mais il faut pas seulement dire cela. Il faut rétablir le couple salaire et logement, car nous sommes dans une société qui n'est pas celle d'il y a 50 ans, où quelqu'un, même avec un salaire modeste, pouvait peu ou prou accéder à la propriété immobilière. Ce qui justifiait que, quoique les retraites soient basses, eh bien, une personne pouvait s'en sortir parce qu'ayant accédé justement à cette même propriété immobilière. Donc, les programmes électoraux ne se sont pas penchés sur ce couple logement-salaire, c'est-à-dire ce que vous désignez à très juste titre, le reste à vivre. Mais se sont bornés parfois à agiter des hausses de ceci par là, des hausses du SMIC, pour dire les choses concrètement, 1004, 1005, 1006. Mais comment envisager cette hausse de SMIC comme une solution réelle, sérieuse, vraisemblable, constructive en lien avec l'emploi? Lorsque, pour prendre ce seul élément, ne serait-ce que géographique, que veut dire une hausse du SMIC en frontière suisse et en plein cœur de Paris et en plein cœur de la Lozère? Ça n'a strictement rien à voir. Il faut avoir un petit peu plus de discernement par rapport à ces choses-là. C'est vrai qu'on oublie aussi trop fréquemment que dans le contrat de travail, il y a contrat. Et qu'un contrat suppose que de part et d'autre, chacune des parties, l'employeur et les salariés, y trouvent son compte. Et manifestement, aujourd'hui, ça n'est pas le cas dans un certain nombre d'emplois. Il y a donc une stratégie qui doit être beaucoup plus empirique, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus simple que les envolées lyriques, malheureusement, auxquelles nous avons assisté avec ces fameux programmes électoraux. Éric Chevet, vice-président de la CPM, chargé des affaires sociales. Beaucoup de candidats, quasiment tous, lors de ces élections présidentielles, ont voulu augmenter les salaires. Alors, chacun son chiffre, 8, 10, 12, 15%. D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand on leur demandait comment ils comptaient faire, ils n'avaient pas vraiment la réponse. Certains parlaient d'abaisser les cotisations salariales, les cotisations patronales. Concrètement, Éric Chevet, est-ce qu'on peut aujourd'hui augmenter les salaires? Est-ce qu'un patron peut augmenter les salaires de ses salariés?
Alors, je pense que oui, effectivement, un patron, quand il en a les moyens et quand son entreprise est productive et produit de la valeur ajoutée suffisamment, il peut augmenter les salaires. C'est d'ailleurs parfois ce qui se passe en ce moment, notamment pour conserver des compétences. Je pense qu'il faut, dans ce débat, il faut faire attention à deux choses, à ne pas mélanger deux choses. D'une part, on a d'un côté la question effectivement du coût de la vie et de l'inflation qui redémarre, donc une économie avec une inflation forte qu'on n'avait pas connue depuis 30 ans et sur lesquelles on n'a pas les réflexes, on n'a plus les réflexes d'ajustement que nous avions il y a 30 ans. Et puis, de l'autre côté, le débat qu'on a eu, mais qui passe au second plan compte tenu de l'inflation, qui est celui du partage de la valeur ajoutée. Donc, c'est deux choses un petit peu différentes. C'est deux choses qui, évidemment, impactent le pouvoir d'achat, mais qui se traitent de façon différente. Très clairement, l'inflation, c'est normal que en rémunération effectivement d'un travail, au terme d'un contrat, je pense qu'il faut effectivement insister beaucoup sur cette notion de contrat, eh bien, le salarié reçoive une juste rémunération et que cette rémunération évolue en fonction des conditions économiques du pays. Et voilà, et c'est pour ça que nous avons à la fois des mécanismes de revalorisation au départ du SMIC et puis des mécanismes de négociation annuelle des grilles à l'intérieur des branches professionnelles. C'est-à-dire, par exemple, là, on est dans une période de forte inflation, il faudrait que les branches professionnelles se réunissent et décident donc de revoir certaines grilles de salaire par rapport à l'inflation. C'est ce que vous voulez dire, Eric Chevet ? En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas non plus être en négociation permanente au sein des branches professionnelles. Donc, il est prévu une négociation annuelle. Elles viennent de se terminer vers le mois de février-mars pour la plupart. Et effectivement, on voit que l'inflation est toujours assez forte. Du coup, au 1er mai, nous avons eu de nouveau une hausse du SMIC. Et du coup, on a des minima de branche qui passent en fait en dessous du SMIC. Et évidemment, la question se pose là. Certaines organisations syndicales demandent aux branches de rouvrir les négociations. Alors, nous ne sommes pas favorables à une ouverture systématique des négociations. Je crois qu'il faut regarder à la fois le secteur d'activité, comment se comporte le secteur d'activité et quels sont les impacts de l'inflation dans le secteur d'activité, et puis quelles sont les situations de l'entreprise. Nous sommes très attachés à la CPME, à ce qu'on puisse laisser la main aux entreprises pour régler ce problème. Alors, on va poser la question, est-ce que vous partagez la proposition d'Éric Chevet et Walid Atroubi ? Écoutez, je l'entends. Pour moi, la réponse qui me paraît évidente aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur le marché, c'est que ce qui fait les salaires, c'est le marché. Aujourd'hui, vous parlez de talents qu'on veut garder, évidemment, les talents qu'on veut recruter. Il y a la loi de l'offre et de la demande. À partir du moment où vous voulez garder vos talents, où vous voulez en attirer, vous devez être capable de leur proposer les salaires qui correspondent à leurs attentes. Donc, finalement, il y a une disparité en fonction des branches, en fonction des métiers, parce que c'est important de le préciser quand même. Par exemple, en ce moment, le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, qui a du mal à recruter, par exemple. Exactement, mais parce que les rémunérations ne sont pas forcément attirantes. Et aujourd'hui, alors, il faut faire quand même le distinguo entre le nombre de jobs qu'il y a pour voir et le nombre de jobs ensuite pourvus. Parce qu'il y a énormément d'annonces, et donc on est sur un marché soi-disant dynamique sur toutes les branches, mais la réalité, c'est qu'on ne trouve pas les candidats, parce qu'on est sur un marché de candidats. Donc il est important de mettre en corrélation ce que... Donc en fait, trouver le juste salaire pour qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Par exemple, dans l'hôtellerie et la restauration, trouver un juste salaire pour qu'ils puissent enfin recruter. Exactement. Il faut être capable de dire que peut-être que les marges qu'on pouvait avoir avant, avec ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'elles vont être diminuées, mais elles existent toujours. Donc est-ce qu'on dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras? Donc il faut peut-être parfois on diminue, réfléchir. Mais on arrive à recruter. Et donc on va parler de l'intéressement, parce que c'est important aussi dans quelques minutes. L'intéressement. Alors, deux, trois petits commentaires. C'est vrai que certaines entreprises ont de façon très volontariste procédé, même parfois en sortant des accords de branche, à des augmentations de salaire. Faut le dire, ça, faut le dire. Mais, soit l'exemple suivant. Si sur 1269 € du SMIC net, une entreprise opère, comme je l'ai vu, une augmentation de 16 à 17%, ce qui est considérable, une augmentation de 16 à 17%. Mais ça reste sur 1269 net. Ce qui veut donc dire que,
à Paris, se loger, manger et vivre avec 1269 net, ça ne c'est pas fonctionne. possible. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'ai vu un entretien avec Emmanuel Macron était interrogé il y a quelques mois sur à partir de quel montant, de quel revenu on peut vivre convenablement à Paris. On va prendre la capitale, mais je pense que c'est la même chose dans des très grandes villes. Il disait 2500, 3000 euros, il n'avait pas tout à fait tort. Alors, en dessous, c'est très compliqué. Autre chose sur la possibilité de certaines entreprises. Oui, certaines entreprises le font. Et croyez-moi que, eu égard aux difficultés de recrutement aujourd'hui, les entreprises qui peuvent augmenter les salaires, elles le font maintenant de façon très volontariste. Mais il y a certains secteurs, il faut le dire aussi, sur lesquels on ne peut pas le faire. Les entreprises ne peuvent pas le faire ou peuvent le faire dans une moindre mesure. Et parfois même à cause de l'État, et l'État doit sortir, et les hommes politiques, notamment dans les propositions qu'ils font dans les programmes électoraux, de ce rôle de juge inquisitorial et de père fouettard qui dit, Pampan, allez augmenter un petit peu les salaires. Parce que, je prends un exemple très concret. Certains, et je vais y revenir un peu plus loin, certains candidats parlaient des marchés publics. Mais dans les marchés publics, c'est bien l'État qui pressure les prix. Et cette pressuration des prix, elle impacte les entreprises qui remportent les marchés. Et avec elle, les salaires que ces entreprises vont verser également aux salariés. Et je vais parler du cas précis qui dit combien, là pour le coup, les programmes et les stratégies sont à côté de la plaque, des clauses d'insertion. Et donc il y a certaines entreprises qui voudraient augmenter, mais qui n'ont pas les marges nécessaires pour le faire. On en a accueilli notamment certaines sur les services à domicile. Alors beaucoup de gens disent, mais non, ils payent comme des... Mais oui, mais pour certaines entreprises, elles ne peuvent pas augmenter. Il faut le dire aussi, il n'y a pas une raison, un constat, un coupable, des méchants et des gentils. Il faut faire des diagnostics beaucoup plus sérieux, beaucoup plus empiriques et beaucoup plus pragmatiques. Ouais. Et donc, à chaque diagnostic, sa solution. Il n'y a pas une solution, c'est ce que vous voulez dire, Jérôme Lavergne. On est d'accord, il n'y a pas la solution magique. Mais non, j'y vais tout de suite. Des clauses d'insertion ont été lancées par Borloo, supposant notamment, dans le cadre des constructions de bâtiments, qu'il y ait une part sur un chiffre d'affaires qui soit réservée à des contrats d'insertion. Dans la plupart des cas, ces contrats d'insertion sont destinés à des métiers du bâtiment, ouvriers, plombiers, électriciens. Je prends ces trois exemples-là. Le problème, c'est que il n'y a pas de candidat sur ouvrier, plombier, électricien, numéro 1. Numéro 2, si un ouvrier, plombier, électricien veut se porter sur un contrat, il faudrait qu'il soit fou pour aller sur un contrat d'insertion. Lorsque franchissant les portes de la première agence d'intérim, de la première entreprise, il va gagner 2 fois la mise. Et ces clauses d'insertion concernent parfois des chantiers qui démarrent dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc ça veut dire, et on réitère la même chose avec les JO, là c'est du grand n'importe quoi avec les JO. Vous comprenez donc bien que même lorsqu'il y a un semblant de stratégie avec ces clauses d'insertion, elles sont complètement à côté de la plaque. Un plombier, il n'y en a pas beaucoup, il n'a pas vocation à se porter sur un contrat d'insertion qui est trop faible pour vivre déjà d'une part et par rapport aux rémunérations auxquelles il peut prétendre et surtout à un horizon de 6 mois en an, ça n'a aucun sens. Ouais. C'est pour ça que pragmatisme et empirisme. Alors vous parliez justement des loyers qui flambent en ce moment et pas que dans les grandes villes. On parlait du reste à vivre également. Charles Chauvet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Charles Chauvet, vous êtes agent immobilier. Alors quel est en moyenne évidemment dans les grandes villes, tiens par exemple, quel est en moyenne le prix d'un 45-50 mètres carrés? Alors moi sur le secteur où je suis, 45. Vous êtes où Charles Chauvet? Vous m'entendez? Oui très bien. Allez-y. Moi je suis dans Seine-Saint-Denis. D'accord. Je touche sur l'entièreté du département. En région parisienne. Oui. En région parisienne effectivement et il faut dire qu'un 50 mètres carrés, on n'est pas en dessous en termes de location, en dessous des 850, 900 euros maintenant. Ouais. En sachant que le salaire moyen est de 1800, 2000 euros, ça prend la moitié du salaire. Voilà, un 40-50 mètres carrés. Ouais. Ça devient très compliqué, effectivement. Mais même si on parle d'un studio qu'on prend à 30 mètres carrés, à 25 euros le mètre carré, on est à 750 euros et quelqu'un qui gagne le SMIC pourra poser candidature, mais ne sera pas sélectionné par le propriétaire parce que les revenus sont trop bas. Ouais, sans compter la manière de l'obtenir, c'est-à-dire 3 fois, 4 fois le loyer, la caution, les cautions, souvent une question plusieurs. pour Charles Chauvet. Allez-y. Vous avez un candidat, parce qu'effectivement l'agence Chauvet est historique dans le 93, mais vous avez un candidat qui se présente, qui gagne le SMIC, soit 1269 net. Allez, on va dire raisonnablement, quelle est votre réaction?
sincèrement, je suis embêté parce que je ne pourrais pas lui trouver un appartement convenable. Alors je pourrais. Et bien sûr, vous prenez pas en compte vous prenez pas en compte le fait qu'il aura forcément des allocations, des aides en ayant le SMIC. Non, pas du tout. On va prendre en compte des garants, effectivement. Mais pas d'aide de l'État, non, on ne les prend pas en compte. J'ai une autre question, il ne s'agit plus de loyer, cette fois-ci vous avez un couple 2 fois le SMIC qui se présente, qui veut accéder à la propriété. Quelle est votre réaction dans la perspective de l'obtention éventuelle d'un crédit? Qu'est-ce que vous faites? S'il n'y a aucune épargne, c'est très compliqué. Voilà le problème. C'est très compliqué. Voilà le problème. Parce que déjà, les financements ne se font pas s'il n'y a pas d'épargne. Alors, Walid Atroubi, qu'est-ce que ça vous inspire? On va parler du logement, puisqu'on est sur le logement. Est-ce que c'est aussi à l'employeur, je parle des grands groupes notamment, à essayer aussi de trouver en plus des logements à leurs salariés, surtout quand c'est difficile de recruter? Écoutez, il y a des secteurs qui le font, qui commencent à le faire. Qui travaillent avec la mairie, c'est historique pour certains secteurs de déjà le faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte encore une fois d'une certaine chose, c'est qu'on fait encore peser sur les entreprises des décisions qui ont été prises par des politiques, et les entreprises ne peuvent pas se substituer. C'est pas votre rôle. Non, à un moment donné, notre rôle, c'est d'essayer de garantir un salaire, de faire en sorte de payer des gens par rapport à un travail qu'ils fournissent, mais on ne peut pas se substituer à l'ensemble des pouvoirs publics pour essayer de trouver des solutions au niveau des écoles, au niveau des crèches, au niveau... parce que les gardes, c'est pareil, c'est compliqué, c'est cher, on n'a pas de place. Donc les entreprises font ce qu'elles peuvent. Ensuite, il faudrait maintenant essayer de trouver, on rembourse ce qui est naturel et normal, les transports. Il faudrait maintenant aussi penser à trouver des appartements. En fait, c'est plus raisonnable. Ça veut dire que les entreprises ne peuvent pas se substituer à tout ça. Il faut à un moment donné une logique qui soit main dans la main. D'accord. Pour que tout le monde puisse travailler. Une vraie politique qui ferait partie d'une politique de l'emploi menée par l'État. Donc ça ferait partie d'une politique d'emploi. Alors on va dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on va se retrouver dans quelques minutes avec Jérôme Laverny, donc qui va poser sa question. Éric Chevet, Walid Atroubi et Charles Chauvet. Emmanuel Macron peut-il gagner la bataille de la hausse des salaires et du pouvoir d'achat? Vous êtes nombreux à voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Une majorité de non, une grande majorité non à 88%. 0826 300 300 pour réagir et en débattre avec nous. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. C'est la deuxième partie des vraies voix de l'emploi sur Sud Radio avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Éric Chevet, vice-président de la CPME, chargé des affaires sociales, Walid Atroubi qui est avec nous, directeur chez Ace Paris, et puis notre ami Charles Chauvet, voilà, agent immobilier dans le département de la Seine-Saint-Denis. Tiens, Éric Chevet, vice-président de la CPME, qu'est-ce que vous répondez à tous ces politiques qui n'ont que le mot, la phrase augmentation de salaire dans la bouche, et puis qui derrière ne font absolument rien, qui renvoient la balle aux entreprises, qui vous renvoient la balle? Oui, d'abord, ce qu'on répond, c'est que, fort heureusement, c'est encore les chefs d'entreprise qui sont à la maîtrise sur le sujet, dans le cadre de la négociation, effectivement, à l'intérieur de leur entreprise, et soit pour des négociations annuelles, ou dans le cours de l'année d'ailleurs, soit au moment de l'embauche, qui proposent sur le marché. Et aujourd'hui, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que le rapport de force est en train de s'inverser entre ceux qui proposent des compétences sur le marché et ceux qui en ont besoin. Je crois qu'il faut quand même avoir ça aussi à l'esprit. C'est un élément nouveau. Premier élément nouveau, c'est l'inversion du rapport de force. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des compétences et qui veut le valoriser, franchement, il peut faire le tour quand même. Hein. Et puis, la deuxième chose, c'est que on ne passera pas à côté du débat qui est que, très clairement, le rapport au travail a très considérablement évolué au moment de la pandémie et en sortie de pandémie. Et là, nous sommes confrontés, nous, à des difficultés particulières qui nécessitent de revoir, au-delà de simplement les critères habituels de paramètres de variation, en fait, dont les salaires, qui nécessitent de revoir complètement notre organisation du travail. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? En fait, la qualité de vie, sans doute que il y a eu, suite à cette pandémie, une
une meilleure, enfin, une plus grande importance pour les individus de leur qualité de vie. Et que l'arbitrage entre gagner plus, avoir une bonne qualité de vie, eh bien, il se fait en faveur de la qualité de vie. Et ça, on le sent de plus en plus. Il demande quoi, par exemple? Donc, voilà, ça veut dire quoi? Le télétravail, l'amplitude horaire, voilà. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, on me donnait l'exemple cet après-midi de chefs d'entreprise qui maintenant proposent des semaines de 4 jours avec 3 jours après, parce que voilà, ça correspond mieux au rythme de vie, en supprimant effectivement les trous dans la journée, là, vous savez, les périodes en fait qui sont sans activité. Et donc il y a aujourd'hui la nécessité du côté des chefs d'entreprise, et ce qu'on pense nous à la CPME, de s'interroger sur l'organisation de l'entreprise pour répondre à de nouvelles aspirations en matière de rapport au travail. Ça, c'est vraiment nouveau, et au-delà du problème du prix, c'est-à-dire du salaire, il y a cette question qui est forte. Jérôme Lavernier, et juste après Walid Atrabi sur la qualité de vie. Alors, Monsieur Chevet, que les Français réclament une meilleure qualité de vie depuis, on l'a bien compris, la pandémie et le confinement. Oui, Monsieur Chevet a 1000 fois raison, mais hélas, il va falloir qu'on en parle. C'est un autre sujet, malheureusement, que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation gravissime du point de vue du recrutement, une situation qui est trop tue et simplement comme ça abordée par des difficultés hypothétiques de... Non, aujourd'hui on a des entreprises qui sont dans l'impossibilité d'honorer des marchés qu'elles ont conquis. Aujourd'hui on a des entreprises qui, très discrètement, elles ne le diront pas au micro d'une antenne, font venir des salariés d'ailleurs pour pouvoir opérer, comment dire, là encore une fois des marchés. Mais c'est un autre débat. Là, l'idée c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où à Sud Radio, il est question de parler vrai, et parler vrai, ça nécessite et ça requiert de savoir écouter. Or, il se trouve qu'on a eu quand même, au fil des manifestations Gilets jaunes, des gens qui ont dit « Je ne comprends pas, mes parents avaient plus d'enfants, moins de revenus, ils s'en sortaient. Ouais. Moi, j'ai moins d'enfants, plus de revenus, je ne m'en sors pas. » Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas dans la rémunération, pas simplement à l'instant T, mais quand on se projette dans la vie, quand on essaye de réfléchir, qu'on a en face de soi quelqu'un et qu'on fait une analyse de sa situation financière, économique et professionnelle, et de se dire mais comment cette personne va évoluer, comment dans 10 ans, dans 20 ans va-t-elle se retrouver. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans une situation où, indépendamment effectivement d'un rapport à la valeur, enfin pas à la valeur travail, mais au travail d'une manière générale, aux difficultés de recrutement, il y a des situations qui créent des difficultés de recrutement, notamment mais pas que, mais parce que le reste à vivre. Ouais. Celui que savent très bien identifier les banquiers. Les banquiers vous demandent salaire, etc. Non. Ils font la soustraction, etc. Des rentrées et par rapport aux dépenses. Pareil, quand vous demandez un crédit, évidemment, c'est le taux d'endettement qui est calculé. Et c'est le reste à vivre, y compris à l'intérieur. Walid Atrabi, on va revenir sur le reste à vivre, savoir sur la qualité de vie. C'est vrai que ça a beaucoup changé cette dernière année, depuis l'épidémie du Covid. Un petit peu avant, mais énormément l'épidémie est un accélérateur. Mais depuis déjà quelques années, un petit peu avant, déjà, on avait une orientation qui était différente. Et les gens recherchaient déjà cette fameuse QVT, qualité de vie au travail, parce que c'était déjà l'argument numéro 1 et la rémunération était passée en numéro 3, puisque du coup, 1 était la qualité de vie au travail, 2 l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et ensuite le salaire. Donc je partage parfaitement votre avis. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'on est sur un marché de candidats, donc effectivement, on peut tirer à la hausse sur certaines niches, on peut tirer à la hausse les salaires, parce qu'on a besoin d'avoir ces compétences, et ça je le confirme. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on traverse une période qui est plutôt compliquée depuis quelques mois maintenant, avec des hausses un peu partout, que ce soit de l'essence, des restaurants, de vivre, de se nourrir, des loisirs, des loyers, des crédits qui remontent. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une augmentation partout, donc il ne faut pas oublier que le salaire reste quand même la valeur refuge. Et donc que malgré tout, on peut avoir envie de cette qualité de vie, évidemment. Mais maintenant, on se rend compte aussi qu'il faut quand même derrière. En fait, l'impression des Français, ce n'est pas qu'une impression. Ils ont l'impression que les prix flambent. Voilà, on y est en plus là depuis quelques mois avec l'inflation. Tout augmente, plus encore depuis qu'on est passé du franc à l'euro. Mais ça, c'est un autre débat. Et que les salaires ne bougent pas en fait. Qui ne bougent pas aussi rapidement, peut-être. Mais surtout là, sur les derniers mois, ou en tout cas sur la dernière année, il y a une hausse importante à tous les niveaux. Et cette hausse de salaire n'a pas suivi à tous les niveaux. Moi, j'insiste, parmi ces hausses, celle qui est la plus préoccupante, c'est celle du logement, le principal poste
poste de dépense, parce qu'il existait, et il existe encore d'une certaine façon, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassédé, dans leur formidable ouvrage « La France sous nos yeux » l'ont montré, des zones où il était beaucoup plus facile et de louer un logement ou d'acheter un logement. Ces zones se raréfient de plus en plus puisque les prix ont flambé, y compris dans des zones beaucoup plus reculées des centres urbains. Et c'est là où ça devient problématique, où le rapport entre l'argent gagné au gré d'un salaire, enfin d'un revenu d'une activité professionnelle, et celui dépensé dans les choses les plus élémentaires, à commencer par le logement, ce rapport devient problématique en France et il nécessite que nos politiques s'y penchent et établissent une stratégie à long terme. Parce que, vous comprenez, même pour les retraites, c'est important. Aujourd'hui, on a encore des retraités, notamment des femmes, qui n'ont pas beaucoup travaillé, qui n'ont pas été beaucoup salariées, mais qui malheureusement s'en sortent un peu. Enfin, malheureusement, elles sont propriétaires. On va avoir des retraités dans quelques années qui ne le seront pas, qui seront dans ces mêmes situations. Et là, c'est une bombe. Tiens, vous l'avez constaté, Charles Chauvet, agent immobilier en Seine-Saint-Denis, la différence entre les propriétaires aujourd'hui en 2022 et ceux d'il y a 20 ans, 25 ans, il y a beaucoup moins de demandes, on achète moins d'appartements parce qu'on ne peut pas y accéder. On achète plus difficilement, surtout depuis la hausse des prix, puisque les prix ont énormément augmenté post-Covid. On achète quand même, mais on achète avec beaucoup de difficultés et on s'endette surtout sur de nombreuses années. Quelqu'un qui achète maintenant chez moi un primo-accédant s'endette sur un minimum de 25 ans. Ouais. Il l'a dit tout à l'heure. Ce qui est problématique, c'est qu'il ne suffit plus d'avoir un très bon salaire pour acheter. Il faut avoir un apport. Ouais. Oui, et c'est ça ce qui a changé depuis une trentaine d'années. Hein. Et c'est très difficile d'économiser quand on gagne. Et alors, ce qui a changé aussi, on fermera la parenthèse appartement après, c'est qu'avant, quand une banque nous prêtait de l'argent, la part du notaire était compris. Maintenant, non. On nous prête de l'argent, donc un crédit sur 25 ans en revanche, et vous parlez de ce fameux apport pour payer, entre guillemets, les 8 à 10% qui revont au notaire. C'est extrêmement compliqué. Merci à vous. Emmanuel Macron va-t-il gagner la bataille de la hausse des salaires et du pouvoir d'achat? Bon, c'est net et précis sur Twitter, vous dites non à 93%. Merci à Eric Chauvet, vice-président de la CPME, chargé des affaires sociales, Walid Atroubi, directeur chez Ace Paris. Merci à vous Charles Chauvet, agent immobilier en Seine-Saint-Denis, et merci à vous Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Dans quelques instants, dans quelques minutes maintenant, c'est le Loft Musique.